Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle revue de la semaine. Avant de commencer, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait des dons, donc merci à Dominique, à Chantal, à Adion et à tous les autres. Comme vous le savez, vos dons ça nous aide énormément donc à continuer notre travail et je vous en remercie vraiment grandement. Je remercie comme à l'habitude donc les chercheurs d'or qui ont participé donc pour cette semaine avec beaucoup d'informations encore. Et je vous annonce que je suis sur plusieurs projets actuellement, donc notamment sur le projet donc d'un site internet Se réveiller c'est s'informer où on pourrait poster en fait tous nos articles, toutes les vidéos, ça pourrait être vraiment un coin où on pourrait avoir beaucoup d'informations. Je réfléchis aussi donc à passer à un format plutôt de live parce que comme j'ai de moins en moins de temps, un format live ça me ferait gagner beaucoup de temps notamment sur le montage. Donc à voir si ça vous intéresse ou pas de passer plutôt par un format live. Enfin, on a les t-shirts Se réveiller c'est s'informer qui ont été beaucoup demandés par les abonnés. Alors je suis pas encore trop fan de le vendre etc parce qu'on pourrait dire que j'essaie d'en faire un business. Donc je vais réfléchir à d'autres possibilités, peut-être faire des dons, des petits jeux pour en gagner, des choses comme ça. Je vais réfléchir pour les petits t-shirts. Et avant de commencer, donc je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait donc avec Quartier Libre, qui est disponible sur ma chaîne Odyssée. Donc on a fait un petit échange. Donc il m'a invité très gentiment donc dans sa revue On fait quoi maintenant. Donc l'épisode 3, donc c'était avec moi. Donc un grand merci à Johan de Quartier Libre pour son invitation et je vous invite à aller la voir puisqu'on parle de beaucoup de choses, du Covid, surtout du monde dans lequel ils veulent nous amener donc grâce à ce Covid. Et puis enfin sur les actions que l'on pourrait mener pour essayer de changer un peu tout ça. Allez, c'est parti pour le premier sujet, le Covid. Et on commence donc avec un graphique que j'ai réalisé donc avec ma compagne, je la remercie d'ailleurs, donc sur le nombre de décès par 100 000 habitants pour 40 pays, et vous allez voir qu'on l'a étoffé vraiment à l'ensemble du monde. Donc en observant ce graphique, on se rend compte que l'on vit une pandémie, vu la différence entre les pays. Donc effectivement, donc ça c'est ce qu'on avait fait donc à la date du 3 avril, donc ça prenait en compte le nombre de décès pour 100 000 habitants depuis le début de la soi-disant pandémie. Donc on a toutes les données ici qui nous montrent qu'on a une répartition totalement inégale du Covid. Donc si c'était une vraie pandémie, la définition d'une pandémie, c'est qu'aucun pays n'est épargné par une pandémie. Peu importe ce que vous faites, le virus, dans sa nature, il est là pour se propager. Et donc on devrait avoir, alors je dis pas qu'on devrait avoir les mêmes statistiques exactement, mais en tout cas, on ne peut pas passer de rien à tout. C'est-à-dire que là, par exemple, on a le Vietnam, la Mongolie, la Chine qui ont des statistiques qui sont ridicules. On est aux alentours de 5-6 morts par 100 000 habitants. Et passer à des pays comme le Royaume-Uni où on est pratiquement à 200 morts par 100 000 habitants. Et vous pouvez voir ici, donc ça c'est la moyenne de la population mondiale. Donc ce graphique pour le réaliser, donc je suis allé sur Science Post, donc ils ont réalisé en fait une carte interactive qui s'affiche en temps réel avec l'évolution donc à la fois des cas et puis aussi des morts du Covid. Donc vous pouvez cliquer pour cliquer sur la map et vous arrivez donc sur ce panel interactif, donc avec le nombre de morts, le nombre de cas. En fonction des pays, vous pouvez cliquer aussi sur les différents pays. Rien que pour vous donner un petit exemple, vous pouvez cliquer donc sur l'Afrique du Sud, donc c'est un des seuls pays africains qui est quand même proche, on va dire, de l'Occident. Et donc eux, ils ont 1 552 853 cas et ils ont 53 000 morts. Ils ont eu 53 000 morts depuis le début du Covid. Et vous passez juste à côté, à la frontière, vous allez en Namibie, là-bas, il n'y a que 542 morts. Et pareil, le Botswana, 616 morts. Vous avez aussi Madagascar, 462 morts. Voilà, puisqu'on se rappelle, Madagascar qui a utilisé une plante donc pour soigner les personnes là-bas. Donc eux, ils ont un traitement, ils n'ont pas de vaccin ou de choses comme ça, ils soignent tout simplement les gens. Il n'y a pas de miracle. Et donc toutes nos données, on les a vraiment enrichies, on a augmenté puisqu'on était à 40 pays et puis on a vraiment accru ça pour aller pratiquement jusqu'à tous les pays de la planète. On est à 167. Il y a quelques pays qui sont très peu connus qu'on n'a pas fait, qui n'étaient pas forcément intéressants d'observer. Donc on s'est arrêté à 167 pays, c'était déjà un gros boulot. Et donc là, vous avez en fait le détail. Donc vous avez le Liban qui arrive en tête, malheureusement, en termes de 100 000 habitants, de morts par 100 000 habitants. Ils sont à 352 personnes mortes du Covid pour 100 000 habitants, ce qui leur fait quand même un ratio de morts de 0,352%. Donc ensuite, vous avez la Tchéquie, San Marino, la Hongrie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Belgique, la Slovénie, la Bulgarie, le Royaume-Uni. Donc nous, la France, on arrive en 26e position. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut voir que la Suède est derrière nous, très peu, mais elle est un peu derrière nous en termes de morts pour 100 000 habitants, mais qu'elle n'a pas confiné. Donc on se rend compte que le confinement, tout ça, ça n'a aucun impact. Quand on peut voir qu'on est largement au-dessus de la moyenne au niveau de la population mondiale, puisqu'on est à 0,144, on est à 144 morts pour 100 000 habitants, alors qu'en moyenne, à l'échelle du monde, on est à 36 morts pour 100 000 habitants.
Mais ce qui a été vraiment intéressant de faire ces recherches, en fait, c'est de voir qu'il y a des pays qui sont vraiment très nombreux, où ils sont très nombreux, où il y a pratiquement aucun mort. Donc on a le Maroc avec 36 millions d'habitants qui n'ont seulement que 24 morts pour 100 000 habitants. On a l'Indonésie s'il vous plaît, 270 millions d'habitants et on a 15 morts pour 100 000 habitants. On a l'Inde dont on nous parle très peu. En fait, ce qui a été vraiment intéressant avec ce graphique, c'est qu'on a parlé de pays dont on n'entend jamais parler aux informations ou même dans les articles, hein. L'Inde, on ne parle jamais de la situation en Inde. 1,366 milliard d'habitants, ils ont eu 164 000 morts, ils ont 12 morts pour 100 000 habitants. C'est ridicule. Mais eux, ils ont fait le choix de traiter avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, donc le protocole du Didier Raoult. Si c'était vraiment un produit dangereux, je pense qu'on aurait vraiment des statistiques hallucinantes en Inde de morts à cause de ça, mais bien sûr, c'est pas le cas. Ça marche très très bien. Vous pouvez prendre d'autres pays, le Japon, on ne nous en parle jamais. 126 millions d'habitants, on a 9000 morts. On fait quand même pas l'eau à côté, puisque on est quand même 67 millions, et puis on a 96 000 morts en France. Avec des confinements, des couvre-feux, la fermeture des bars, etc. On a le Bangladesh, 163 millions d'habitants, 9000 morts. Voilà, ils sont à un ratio de 6 morts pour 100 000 habitants, quoi. Le Pakistan, pareil, 216 millions d'habitants, 14 000 morts. Ils sont à 7 morts pour 100 000 habitants. Tous les pays d'Afrique, c'est incroyable aussi. L'Éthiopie, 112 millions d'habitants, ils ont 2915 morts. Ça leur fait 3 morts pour 100 000 habitants. Et puis on a la Chine, le virus est parti de la Chine, pratiquement 1,4 milliard d'habitants, et ils ont 4841 morts. Donc ça leur fait 0,3 morts pour 100 000 habitants, donc ça n'est absolument rien pour eux. Le Vietnam, on nous en parle très peu aussi, 96 millions d'habitants, ils ont eu 35 morts, voilà. Un gros virus mortel, donc au Vietnam, 0,04 morts pour 100 000 habitants. Voilà, donc on pourrait continuer comme ça longtemps avec des exemples vraiment hallucinants, mais on se rend compte que on vit vraiment une plandémie et pas une pandémie, parce que si c'était une pandémie, on pourrait pas passer du Liban à 350 morts pour 100 000 habitants, à la Tanzanie, au Vietnam, à des pays comme ça où il y a pratiquement aucun mort du Covid. Donc voilà, vous pouvez voir avec le graphique, il y a pratiquement aucun mort dans tous ces pays. Ici, là, c'est les pays qui sont les moins touchés. On avance, on avance, on avance. Là, on arrive à la moyenne mondiale, la moyenne mondiale qui est ici, puis on avance avec les pays qui sont le plus touchés. Et pour faire un dernier parallèle, pour rigoler encore un peu, 96 000 morts en France pour 67 millions d'habitants, on a autant, allez, la Russie a 1000 morts de plus, la Russie a autant de morts que nous, alors qu'ils sont 144 millions d'habitants. Et ils ont tout rouvert depuis. Enfin voilà, on pourrait vraiment continuer longtemps. En tout cas, je vais essayer de vous partager ça, de vous le donner pour que vous puissiez le transférer à vos amis, à des personnes, vraiment le transférer à un maximum de monde, puisque ce sont les données chiffrées, c'est la réalité du Covid actuellement. Puisqu'à la télé, on vous parle du nombre de cas, de la recrudescence dans les pays, il faut se reconfiner, etc. Voilà, ça c'est la réalité et on se rend compte qu'il y a totalement un écart totalement ahurissant entre la réalité des chiffres au niveau mondial et dans les différents pays et la réalité que nous on nous décrit à travers les médias. Le Covid est un virus que pour l'Occident actuellement. Allez, on continue. Donc il y a un temps où le malade asymptomatique s'appelait une personne en bonne santé. C'est vrai qu'on a pratiquement découvert ce terme d'asymptomatique avec le Covid, puisque il y a personne qui nous dit j'ai la grippe mais j'ai pas de symptômes. Voilà, donc c'est vraiment une spécificité avec le Covid, donc avec beaucoup de gens qui testent positif mais qui n'ont pas de symptômes. Donc vous parlez d'un gros virus. Alors on a 2 études qui vont suivre, donc une étude sur le confinement et une étude sur la propagation du virus à l'extérieur. Donc tout d'abord une étude sur le confinement. Donc on nous dit les verrouillages, donc les confinements mis en place au nom de la santé publique impliquaient des compromis qui n'étaient pas suffisamment pris en compte. Donc les verrouillages peuvent empêcher certains décès dus au Covid en aplatissant la courbe des cas et en évitant le stress sur les hôpitaux. Mais dans le même temps, les verrouillages ont de graves effets néfastes sur des millions de personnes de manière disproportionnée, pour ceux qui sont déjà défavorisés parmi nous. On nous dit les dommages collatéraux comprenaient donc de graves pertes de bien-être actuelles et futures dues au chômage, à la pauvreté, à l'insécurité alimentaire, à des soins de santé préventifs, diagnostiques et thérapeutiques interrompus, à une éducation interrompue, à la solitude, à la détérioration de la santé mentale et à la violence conjugale. La récession économique a été définie comme l'économie contre le sauvetage des vies du Covid-19, mais il s'agit d'une fausse dichotomie. On peut s'attendre à ce que la récession économique, à travers l'austérité des dépenses publiques consacrées aux déterminants sociaux de la santé, entraîne beaucoup plus de pertes en vie humaine et de bien-être à long terme que le Covid-19. Rappelez-vous, en France, on a 93 000 morts du Covid, mais combien il va y en avoir à cause de la crise
crise économique qui va arriver. Nous devons ouvrir la société pour sauver beaucoup plus de vies que nous ne pouvons en essayant d'éviter tous les cas ou même la plupart des cas de Covid-19. Il est plus que temps de faire une pause, de calibrer notre réponse aux risques réels, de faire des analyses rationnelles des coûts, avantages, des compromis et de mettre fin à la pensée de groupe de verrouillage. Voilà, donc super étude là qui a été menée donc sur le confinement, bravo à eux. Et on enchaîne donc avec une étude sur la transmission à l'extérieur qui représente 0,1% des cas de Covid dans l'État. Donc ça, c'est un article du The Irish Times. Et on nous dit que seulement 262 cas ont été attribués à des activités de plein air depuis le début de la pandémie, révèlent les chiffres officiels. On nous dit donc qu'un seul cas confirmé de Covid-19 sur 1000 est attribué à une transmission en extérieur, selon de nouveaux chiffres. Donc malgré toutes les études, et on en a déjà vu dans les différentes revues qu'on avait faites, selon toutes les études qu'on a actuellement, on sait qu'on ne se transmet pas le Covid à l'extérieur, mais nous en France, on décide de continuer avec cette logique de confinement, d'empêcher les gens de sortir à l'air libre. Alors que dans le même temps, on autorise les gens à s'entasser dans les métros et dans les lieux clos et enfermés. Où est le sanitaire là-dedans ? Allez, on va écouter une pharmacienne qui nous parle un petit peu de la situation et de son avis là-dessus. Quand le 11 juillet, les masques sont passés obligatoires dans tous les commerces, disons que j'étais déjà bien révoltée par tout ce qui s'était passé depuis des mois. J'étais très révoltée par la façon dont les médias instillaient vraiment la peur chez mes patients. J'ai vu d'ailleurs l'état des patients changer au fur et à mesure des semaines. En tout cas, il n'y a pas d'études qui montrent que le port, surtout pour la population générale, diminue la propagation du virus. Et donc, j'ai décidé de mettre mon avis sur une affiche. Il y a eu 2 policiers déjà qui sont venus. Ils sont venus à 2, avec 2 agents de sécurité de la commune. Je trouve que c'était un peu démesuré aussi, comme si j'étais une terroriste. Les médias sont arrivés le lundi matin. C'est ce que j'ai pas trop apprécié, c'est qu'il a vraiment insisté. Il a insisté en me disant mais de toute façon si vous ne témoignez pas, on filme quand même la pharmacie de l'extérieur et on interrogera vos patients à l'extérieur, sans me laisser vraiment le choix quelque part. Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans les commerces depuis le 11 juillet, sous peine de sanctions pénales. Ça ne m'a pas étonnée finalement parce que voilà, quand je regarde la RTBF, je me rends compte moi-même depuis des mois que ces informations, la façon dont ils donnent les informations sont toujours orientées dans le même sens. Voilà, oui, démasqué, ou c'est la pharmacie qui fait polémique à Morlan-Oué alors qu'il n'y a pas du tout eu de polémique. Il y a juste une demande du bourgmestre, j'ai accepté, et puis voilà. Il y a un antibiotique, l'azithromycine, moi j'ai fait mes recherches là-dessus, qui est utilisé en masse les autres hivers. Et ici, comme par hasard, ça devient un traitement dangereux. C'est ce qu'on a eu comme mail de CNCANO. L'azithromycine pourrait présenter des risques au niveau cardiaque, etc. Et les autres années, les effets cardiaques, ils étaient où ? Déjà, ne pas avoir permis aux médecins généralistes de traiter leurs patients et de leur dire attendez que ça n'aille vraiment pas et vous irez à l'hôpital. Ça m'a révoltée vraiment, j'ai les frissons là. Parce que les molécules, elles étaient là et on pouvait au moins les essayer, quoi. On propose un vaccin comme un sauveur, alors qu'en fait, il y a des traitements. On enchaîne avec le vaccin AstraZeneca, donc qui change de nom et qui s'appelle désormais Vaxzevria. Donc le vaccin AstraZeneca, pris dans la tourmente ces dernières semaines, a décidé de changer de nom, d'étiquetage et d'emballage, mais le contenu du vaccin, lui, reste inchangé. Voilà, vu que ça marche plus, il y a eu trop de choses qui sont sorties sur le vaccin AstraZeneca et il change de nom pour repartir à zéro. Mais bon, les gens sont pas dupes, en tout cas j'espère. Après, il faut vraiment ne pas vraiment rester axé sur le vaccin AstraZeneca. On sait, on en a beaucoup parlé, mais on a aussi parlé des risques donc pour les autres vaccins, puisque le vaccin AstraZeneca, c'est un des seuls qui n'a pas l'ARN messager, alors que les autres l'ont. Et plus je vois les informations arriver sur le vaccin, actuellement on n'a pratiquement que des informations sur le vaccin AstraZeneca qui sont diffusées dans le grand public, plus je me dis que c'est vraiment une stratégie pour vraiment mettre l'accent sur le vaccin AstraZeneca afin de légitimer les autres vaccins qui sont en réalité pires finalement. Donc attention de ne pas tomber dans ce panneau-là. Alors on a l'OMS qui nous dit qu'ils ne soutiennent pas donc l'exigence de passeport de vaccination pour voyager à ce stade, a déclaré une porte-parole. Pourtant, même si l'OMS nous le déconseille, nos gouvernants, eux, continuent à le mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils viennent en disant par exemple pour l'hydroxychloroquine, l'OMS elle a dit que non, il fallait pas utiliser l'hydroxychloroquine, là ils viennent utiliser les arguments de l'OMS a dit que. Par contre, quand ça va pas dans leur sens et que l'OMS dit non, il faut pas faire de passeport de vaccination, là on n'entend personne du gouvernement nous dire en fait l'OMS elle a dit qu'il fallait pas. Voilà, c'est vraiment toujours dans le même sens. Mais regardez, parce que c'est assez incroyable ce que nous dit l'OMS.
On nous dit, en tant qu'OMS, nous disons à ce stade que nous ne voudrions pas voir le passeport de vaccination comme une condition d'entrée ou de sortie, parce que nous ne sommes pas certains à ce stade que le vaccin empêche la transmission, a déclaré la porte-parole de l'OMS. Mais on va le voir plus tard, il n'y a pas que elle qui le dit. Maintenant, on le sait de partout, le vaccin n'empêche pas la transmission. Alors pourquoi vacciner toute la population et pourquoi dire que c'est la seule porte de sortie alors qu'il y a des traitements à côté ? Et on a un article du Gateway donc, qui nous dit localisation d'origine de la pandémie Covid-19 identifiée entre deux des installations de guerre biologique de la Chine à Wuhan. On nous dit selon les propres données de la Chine, le point chaud d'origine des infections au Covid-19 s'est produit dans une zone résidentielle dans les 4 miles entre l'Institut de virologie de Wuhan et l'Institut des préparations biologiques de la China Biology Technology Group Corporation. Et donc ces deux institutions ont été associées au programme de guerre biologique de la Chine et avant et depuis le début de la pandémie, elles ont collaboré à la mise au point de vaccins. Et on nous dit il n'y a que 2 raisons pour mener une recherche sur le gain de fonction. Donc A, pour comprendre les caractéristiques structurelles et les actions d'un virus pour créer un vaccin en prévision d'une épidémie potentielle de maladie, ou B, pour créer une arme biologique, ou encore les deux. Et donc, il est très probable que la Chine mène, dans le cadre d'un programme de guerre biologique, le développement parallèle d'un pathogène coronavirus unique, génétiquement modifié, et d'un vaccin pour le traiter. Mais bon, on rappelle que cette thèse est toujours écartée depuis le début par l'OMS, malgré le fait qu'il y ait des personnalités importantes qui en ont parlé, malgré aussi les études et les articles qui peuvent être publiés, le virus, on ne sait toujours pas d'où est-ce qu'il vient. Et pour terminer avec le Covid, donc un petit rappel donc au niveau des causes de décès dans le monde. Donc ça c'était entre le 1er janvier et le 1er mai 2020, la source c'était l'ONU et l'OMS, donc ils nous donnaient un petit peu les chiffres. Voilà, c'est pour vous faire un petit peu relativiser par rapport à ce Covid. Covid-19, 237 469 décès entre le 1er janvier et le 1er mai 2020, donc entre la première vague, au moment de la première vague. On a la malaria qui est au-dessus, le taux de suicide, les accidents de la route, le cancer bien au-dessus avec 2,7 millions, la malnutrition et les maladies infectieuses. À quel moment a-t-on posé le débat de la malnutrition autant qu'on a posé le débat du Covid-19 ? Regardez les chiffres, la différence de chiffres, pourquoi on n'a toujours pas éradiqué la malnutrition alors qu'on en aurait largement la possibilité ? Allez, on passe à la deuxième partie avec la France. Alors pour commencer, on va revenir donc sur ce qui s'est passé donc avec les restaurants clandestins. Donc je vous montre tout d'abord la petite vidéo. Dans les beaux quartiers de Paris, un restaurant clandestin réservé à une clientèle huppée. Ici, les menus varient entre 160 et 490 €. Et malgré les mesures sanitaires, les dîners s'enchaînent depuis plusieurs mois. Une situation incompréhensible pour les professionnels du secteur. Nous, notre position est une fois de plus, à Lumi est claire, c'est le respect, on est fermé, on est en train de discuter de notre réouverture, c'est très important. Si les restaurateurs font ça, c'est pas très malin. Des fêtes privées clandestines, Pierre-Jean Chalençon reconnaît en organiser. Des événements prisés selon lui par des membres du gouvernement. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres. Depuis, son avocat a fait machine arrière, justifiant une pointe d'humour de son client. C'est ainsi que quand celui-ci précise qu'il dîne avec des ministres dans des restaurants clandestins, il manie avec brio le sens de l'absurde. Et donc il s'en est suivi beaucoup d'histoires. Donc là on nous dit que je sais de source sûre qu'il y a eu une invitation et que Gabriel Attal l'a refusé, a affirmé Marlène Schiappa ce mardi matin au micro de France Info à propos des dîners clandestins. Donc la question c'est si Attal était au courant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas prévenu les autorités ? Pourquoi est-ce qu'il a laissé cette soirée se dérouler ? Pour moi ça prouve qu'il y a d'autres ministres ou d'autres députés qui étaient présents, d'où le fait qu'il y a vraiment eu ce silence, quoi. Et je vous passe cette dame qui est passée sur BFM TV qui dit des choses très intéressantes. Bien sûr que c'est choquant parce qu'on a là absolument tous les symptômes de ce qu'est une caste de privilégiés. Il y a les prix exorbitants du repas face à la crise alimentaire des étudiants. Il y a cet entre-soi de gens bien fournis, on va dire, avec un bon réseau social, avec de l'argent, face au moment même où on parle de séparatisme social. Il y a ces gens qui sont d'une certaine façon au-dessus des lois et qui ne subissent pas de répression policière au moment où les gens se font contrôler, reçoivent des amendes pour le moindre écart. Et puis il y a, pour terminer, cette hypocrisie, c'est du moins le sentiment qu'on a au sommet de l'État, où les gouvernements s'offusquent, dément, il n'y a pas de ministre, mais la réalité c'est que les Français en doutent beaucoup.
Les gens Il suffit pensent d'accuser pour être sûr de l'accusation. C'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout confiance en ce gouvernement et ses ministres et qu'il incarne tellement cette caste de privilégiés qu'on les imagine parfaitement autour d'une de ces tables en train de manger un homard. C'est assez particulier parce que c'est faire semblant d'ignorer pourquoi il y a une telle vague de protestations. Alors sur les réseaux sociaux, je crois que la vidéo du reportage d'M6 dépasse les 3 millions de vues, les commentaires. Pendant 3 jours, on a vu les hashtags « On veut des noms », on veut les démissions en tête. Il y a un vrai mouvement, une vraie contestation, une vraie colère qui peut mener à une révolte. Alors on peut l'ignorer, vous pouvez jouer, rien ne se passe, tout est relatif. On peut absolument relativiser tout ce qui se passe au monde. Là n'est pas le sujet. Moi ce que je pointe et ce que je dis, c'est que là vous avez absolument tous les ingrédients d'une révolte et d'une contestation populaire. Vous les avez tous réunis et ça commence souvent comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui constatent une fois, 2 fois, et avec ce gouvernement et avec ce président depuis 4 ans, c'est très souvent, je vous rappelle encore Alexandre Benalla, je vous rappelle tous les scandales qu'il y a pu y avoir avec François de Rugy, etc. C'est très souvent, on constate une espèce de caste de privilégiés qui se situent au-dessus, différents, qui sont traités différemment, qui sont parfois défendus sur les plateaux de télé par un relativisme incroyable, et c'est ça qui pousse à la colère et à la contestation. Bon, depuis Chalençon, il a dit un peu tout et son contraire, donc on va pas revenir sur tout ce qu'il a dit, parce qu'il a dit absolument tout et son contraire. Donc on va vite enchaîner avec les autres informations. Alors on continue avec le 2 poids 2 mesures. Donc pendant que la caste privilégiée en France va au restaurant, le peuple, lui, n'a pas le droit de chanter dans la rue. Où est le sanitaire là-dedans ? Donc on a l'artiste HK qui pose beaucoup de problèmes au gouvernement parce qu'il fait que chanter sa chanson Dansons encore, et donc qui n'a même pas le droit de chanter dans la rue, alors que tous les autres sont masqués en face. Ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Dictature. Que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Voilà, où est le sanitaire là-dedans ? Il n'y a pas de sanitaire du tout. L'autoritarisme avance malheureusement dans notre société. On a cet article de France Info, donc réouverture des restaurants, nous sommes prêts à mettre en place le QR code, annonce le groupement national des indépendants. Selon les informations de France Info, le gouvernement n'envisage plus la mise en place d'un pass sanitaire, mais un QR code à flasher à l'entrée des cafés et restaurants, un dispositif de traçage pour limiter la propagation du Covid-19. Et donc dans cet article, tout ce que disait Emmanuel Macron et les infos France Info sur le QR code moins contraignant, ça correspond à ce que vous souhaitiez. Absolument. En tous les cas, nous sommes prêts. Nous n'avons qu'une envie, c'est de rouvrir vraiment. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait, ils sont en train de s'agenouiller devant le QR code. D'ailleurs, on a entendu qu'ils étaient prêts aussi à s'agenouiller devant le pass sanitaire. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que s'ils s'agenouillent à chaque fois, en fait, ça n'en finira jamais. Et il y aura des restrictions de plus en plus graves pour pouvoir aller juste au restaurant. Et c'est triste, mais moi, je ne vais pas aller au restaurant s'il y a un QR code ou un pass sanitaire. Les gens vont me répondre, oui, mais tu vas faire couler les restaurateurs. C'est pas moi qui fais couler les restaurateurs. Ils sont déjà coulés depuis bien longtemps. Alors, on a eu une manifestation donc organisée par les Patriotes, donc avec Florian Philippot, donc place Jeanne Hachette à Beauvais. Donc, on résiste, on se bat pour la liberté, rouvrons tout de suite. Soignons les gens, arrêtons de tuer le pays. On a eu aussi de belles images donc en provenance de Lille où donc les ch'tis sortent dans le parc, et ça fait plaisir de voir autant de monde donc dans le parc sans masque, juste à vivre tout simplement, à prendre le soleil quoi. Bravo aux ch'tis. Alors on a le docteur Guillaume Baruc, donc qui nous dit depuis plus de 10 ans, je tente d'expliquer les bienfaits de l'air marin sur la santé respiratoire. Voir des gens se présenter devant l'océan avec un masque chirurgical ou FFP2 me surprendra toujours. Voilà, il a vraiment raison, donc lui il fait des études sur les bienfaits de l'air marin, et nous on est en train d'imposer le port du masque sur les plages, alors que sur les plages, on est espacé vraiment de plusieurs mètres, contrairement au métro, au bus, au tram, etc. Là-bas il faut un masque, alors que donc il y a tout qui indique qu'il n'y aurait pas besoin de porter un masque. Mais il nous dit « Je ne les blâme pas, car on n'a toujours pas expliqué clairement aux gens comment le virus se transmet et surtout comment il ne se transmet pas. » Et oui, parce qu'on oblige tous les gens à porter un masque, donc comme si c'était donc par les postillons que le Covid se transmettait, alors qu'on a toutes les données qui nous montrent que c'est surtout par le toucher,
donc par le contact physique que se transmet le Covid. Pour autant, on ne porte pas de gants. Alors on a Emmanuel Macron qui nous rappelle donc lui, vacciner, vacciner, vacciner. Alors j'ai cherché sur son compte Twitter, mais malheureusement je n'ai jamais vu donc de tweet qui mettait traiter, traiter, traiter. Voilà, donc pour lui, une maladie comme ça, ça ne se traite pas. On attend le vaccin au bout d'1 an et demi. Alors qu'on a d'autres pays qui ont choisi de traiter et qui ont des groupes qui sont bien meilleurs que les nôtres. Alors on a les sondages là qui font parler d'eux, donc on a le sondage LCI, les Français largement favorables aux mesures annoncées par Macron, donc les Français, voilà, ça c'est le sondage LCI. Et puis on a à côté le sondage du Le Point, donc la majorité des Français ne comptent pas se plier aux nouvelles restrictions. Donc là on a une différence en termes de sondage qui est totalement hallucinante. D'un côté on nous dit les Français sont largement favorables aux mesures annoncées par Emmanuel Macron, franchement qui peut croire ça? Et la deuxième, donc Le Point, la moitié des Français ne vont pas se plier aux nouvelles restrictions. Ça, c'est un beau sondage. Allez, je vous passe Pascal Praud qui, encore une fois, dit des choses intéressantes. Moi, je veux tout ouvrir et vivre avec. Et augmenter la capacité hospitalière. Je peux pas vous le dire autrement. En fait, il y a deux trucs. Il y a un seul truc qui marche, c'est le confinement strict. Et là, vous baissez tout. Et je ne le veux pas pour des raisons et ses conséquences. Et comme il n'y a pas de demi-mesure, en fait, il y a ou ça ou t'ouvres tout. Et le demi-mesure, en fait, on est en confinement depuis novembre. Qu'est-ce que ça change? Rien. Demi-confinement, petit confinement. Mais arrête, écoute, tout est fermé, t'as un couvre-feu depuis 19h. Dans nos têtes, nous sommes en confinement. Arrête, t'as pas un bar, rien n'est ouvert. Ça a changé quelque chose? Non. Eh oui, effectivement, il faut tout ouvrir et il a bien raison de rappeler le fait que on a tout fermé. Mais ça n'a toujours rien changé. Les bars, les restaurants, là où on nous dit que c'est là où il y a les lieux de contamination les plus importants, sont fermés depuis des mois et ça n'a toujours rien changé. Donc à un moment donné, il a bien raison de faire ce retour en arrière pour vérifier ce qu'on a fait et quels effets ça a eu. Et on peut regarder dans les autres pays où il y a des pays qui sont totalement ouverts et il n'y a pas de recrudescence de l'épidémie. On a Fabrice donc Divisio qui nous partage encore une vidéo sur LCI. Donc on nous dit « Je ne comprends pas les chiffres donnés sur le taux d'occupation en réanimation. Ce n'est pas vrai que 90% des lits en réanimation sont occupés par des cas de Covid. » Je comprends pas ces chiffres. Aujourd'hui, il y a 5000 Covid en France, à peu près, patients du Covid. En France, nous avons 7500 en réa. En unité de soins critiques. Les soins critiques, ça comprend l'AREA, l'unité de soins continus, l'unité de soins intensifs. Au total, en France, on en a 20 000. 20 000. Donc nous avons un quart des lits de soins critiques qui sont pris par du Covid. La réanimation, il y avait 4500 lits de réanimation. Maintenant, on est monté à peu près 8000 lits, parce qu'il y a des lits qui ont été transformés en réanimation. Et donc, sur ces 8000 lits, il y a 5000 Covid. Enfin non, 5000 Covid, c'est sur les 20 000. Je ne sais pas exactement combien sont en réanimation. Nos chiffres, c'est 7000 sur le Covid. 7000. Mais je pense que 7000, c'est avec les autres patients. Oui, c'est Covid et non Covid. Non, parce que sinon, 7900 lits, 90% des patients en réa sont Covid. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, il y a 5000 Covid. Bon. Si vous mettez 8000 et 5000 Covid, c'est réa, USC, unité de soins intensifs. Donc ça fait un quart des lits de soins critiques. Si on continue à faire de la chirurgie cardiaque, de la neurochirurgie... Vous comptez le privé là-dedans ? Ah oui, bien sûr. C'est une statistique nationale. Alors les indicateurs, ils sont, quand on dit il y a 130% de taux d'occupation, vous imaginez bien que 130% d'occupation, c'est pas possible. On met pas de lits superposés. Donc c'est un indicateur qui a été défini arbitrairement en disant le numérateur, c'est le nombre de malades en soins critiques et le dénominateur, c'est le nombre de réanimations qu'il y avait avant la crise, c'est-à-dire 4500. Voilà, donc ça donne des indicateurs un peu baroques avec des taux d'occupation à 200%. La vérité, c'est qu'une réanimation normale, c'est occupé à 90%. Vous imaginez pas qu'on fait de la réanimation avec des lits vides. Donc une réanimation, c'est occupé à 90%. Aujourd'hui, les réanimations sont occupées à 90%. Parce qu'on a augmenté le nombre de lits pour faire face au surcroît du Covid. Mais n'allons pas faire paniquer les Français en imaginant qu'il n'y a que du Covid dans les réanimations. Et oui, il fait bien de rappeler donc que seulement un quart des personnes qui occupent les lits actuellement sont dues au Covid. Il y a quand même 3/4 des lits qui sont dus à d'autres maladies, mais on n'en parle pas du tout. Et surtout, on nous ment en nous disant que tout ça, c'est que du Covid. Et il rappelle en plus que les lits de réanimation sont toujours pleins à 90% toutes les années. Mais ça, on l'avait déjà vu dans les autres vues.
Bon, à part ça, on a eu donc les annonces d'Emmanuel Macron pour un nouveau confinement à l'échelle nationale. Donc il y a beaucoup de gens maintenant, beaucoup de gens qui disent qu'ils ne vont pas se reconfiner, qui vont faire leur vie tranquillement comme d'habitude parce que ça ne change absolument rien. Et puis ce sera le cas pour moi aussi. Et ça, c'est vraiment mon point de vue. C'est vraiment mon point de vue actuellement. Je pense qu'on doit rentrer en désobéissance civile, c'est-à-dire de faire des actions pour ne pas respecter ces lois qui sont totalement injustes et infondées. On n'a aucune étude qui nous prouve que le confinement marche à l'heure actuelle et on continue de nous le faire subir tout en détruisant notre économie. Mais à côté de ça, on ne traite toujours pas les gens, on n'ouvre pas drastiquement des nombres de lits parce que contrairement à ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure, le nombre de lits a baissé depuis mars 2020. Et donc c'est ce que j'avais expliqué lors de ma dernière vidéo, c'est que si on va de carotte en carotte, en fait à aucun moment on va s'arrêter. À chaque fois la carotte, on a eu la carotte du confinement, la carotte du masque, la carotte du vaccin, on nous a dit à chaque fois avec ces choses-là ça va s'arrêter, mais ça ne s'arrête jamais. Et ces gens-là ne s'arrêteront jamais, donc il faut vraiment résister ensemble, et je pense que le meilleur moyen c'est de faire une désobéissance civile afin de lutter contre ça. Alors on a un article de Sputnik France, donc courtisé par les scientifiques, Macron aurait-il dû écouter Raoult, meilleur expert des maladies infectieuses. Non, sans déconner, on a le meilleur expert des maladies infectieuses et on pose la question, est-ce qu'on aurait peut-être dû l'écouter? Donc Emmanuel Macron a fini donc de décréter un 3e confinement, conformément aux souhaits formulés dès janvier 2021 par le Conseil scientifique. Vous remarquerez que le Conseil scientifique, à part dire faire des confinements ou couvre-feu, ou reporter des élections, ou bien effectuer des élections par correspondance ou par vote électronique, eux, ils ne proposent absolument rien d'autre. C'est un conseil scientifique, à aucun moment on les a entendus sur le fait de traiter les gens ou d'ouvrir des lits. Quel magnifique conseil scientifique choisi par Emmanuel Macron. Donc au micro de Sputnik, Idriss Aberkan appelle à expédier donc ces autorités de cour. Incompétents dans les situations de crise, ces experts jouiraient selon lui d'une dangereuse irresponsabilité pénale. Donc cette même personne nous dit donc elle rappelle le départ en mars 2020 du conseil scientifique du meilleur expert des maladies infectieuses en France et en Europe, Didier Raoult. Cela aurait dû faire comprendre d'entrée de jeu qu'il y avait un petit problème au sein de ce conseil scientifique. Et on a posé la question à Didier Raoult, pourquoi je ne suis pas resté au conseil scientifique? Parce que ce n'est pas un conseil scientifique. Magnifique réponse. Donc on nous dit, ils n'ont aucune responsabilité pénale de leur expertise, ils n'ont aucune responsabilité même réputationnelle de leur expertise, puisque leurs travaux de commission ne sont pas publiés, on le rappelle, donc ces experts ne sont pas responsables, ils sont responsables de rien en fait. Et si jamais ils prennent une mauvaise décision, ça ne va absolument pas influencer leur carrière de près ou de loin, alors que c'est ces personnes-là qui sont, entre guillemets, en train de décider de choses hyper importante pour toute notre population. Mais ces personnes-là seront traduites devant la justice quand ce sera terminé, parce qu'ils auront coulé l'économie française, détruit l'économie des petits commerçants, pour au final rien du tout. Puisqu'on l'a vu plusieurs fois dans les revues, on a beaucoup d'études qui nous montrent que le confinement ne sert absolument à rien, voire pire. Il met dans une même maison, dans un même appartement, des personnes qui n'ont pas été testées avant, et qui sont peut-être positives, et qui vont se le transmettre chez eux. Même Véran le disait avant l'épidémie, avant qu'elle arrive en France, il nous disait que le confinement favorisait la propagation du virus, c'est ces mots. Et on va revenir aussi sur le nombre de lits. Certains chefs de service de la PHP, qui pendant des années n'ont jamais protesté contre les suppressions de lits qui intervenaient. Contre les suppressions, contre le fait que les infirmières n'étaient pas suffisamment payées. Donc on est toujours rattrapé par la patrouille et donc on paie aussi le fait qu'on n'a pas suffisamment de lits de réanimation dans ce pays et on sait très bien que la promesse du président de la République de monter à 10 000 lits est quasiment intenable parce que même si on a les lits, on n'a pas les infirmières et on n'a pas les... Surtout qu'au mois de juillet, Olivier Véran avait déjà promis 12 000 lits. Donc il faut, si vous voulez, il faut apprendre à vivre avec le virus. Ça a été dit à plusieurs reprises par le président de la République. Il faut rester en geste barrière. Et je crois, mais il faut rouvrir. Et on a encore la confirmation qu'on se fout de notre tronche, puisqu'il vient de nous dire qu'on vient encore de nous annoncer une ouverture de lit. Comme le dit la dame, très justement, on l'avait rappelé dans notre dernière revue, Olivier Véran avait dit en août 2020, on va ouvrir 12 000 lits. Les 12 000 lits, on ne les a pas vus, personne ne les a vus. Mais il n'y a aucun journaliste pour aller lui poser la question, où sont passés ces 12 000 lits. Et là, on a ce monsieur qui vient nous dire que Emmanuel Macron nous annonce encore une fois qu'ils vont ouvrir 10 000 lits, mais que c'est totalement impossible, sachant le nombre d'infirmiers et de personnels soignants qu'on a actuellement. Et quand on en parle avec les gens, on nous répond tout de suite « Oui, mais on n'a pas d'argent magique, ça va coûter beaucoup d'avoir des infirmières, donc de rouvrir des lits. » Mais combien de milliards est-ce qu'on a utilisé pour le confinement? Combien de milliards on est en train d'utiliser actuellement pour le vaccin? Donc l'argent, on l'a si on le veut. Et pour terminer encore avec la question des lits, on revient toujours avec le secteur privé. Je vais vous donner un exemple supplémentaire. Tous les hôpitaux le disent. Il y a des places aujourd'hui disponibles dans le secteur privé, dans tous les départements. Et les ARS bloquent, ne veulent pas.
s'adresser aux cliniques, ne veulent pas passer par le privé et multiplient les crocs en jambes. Je peux vous dire que moi, maintenant, au sortir de cette histoire, j'ai un ennemi, je le dis clairement, c'est les ARS. Et je pense qu'il va falloir mener la bataille pour les faire sauter et pour avoir une autre organisation. Elles ont planté, et y compris elles ont planté, les gouvernants. Le problème, c'est que vous avez des gouvernants qui obéissent aux ARS, comme M. Véran, et d'autres dont on voit bien qu'ils ont un problème avec. Voilà, c'est toujours pareil, hein. On vient de nous reconfiner parce que soi-disant les lits sont trop pleins, mais les lits en secteur privé ne sont toujours pas utilisés. Et encore une vidéo sur CNews, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui sortent dans les médias mainstream. Vous reprochez au rédacteur de la Tribune de ne pas avoir doublé le nombre d'internes formés en réanimation, de ne pas avoir ouvert des postes à des jeunes en novembre, comme vous l'aviez demandé vous. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Non seulement ils n'ont pas doublé le nombre de postes d'internes, mais le principal signataire de la Tribune, le directeur médical de crise de l'assistance publique, avec lequel je me suis affronté au mois de mai-juin, a refusé de maintenir des lits de réanimation ouverts en vantant les lits de réanimation éphémères et les TGV sanitaires. Voilà, il y a un affrontement entre deux catégories de médecins, c'est-à-dire l'establishment médical que représentent ces directeurs médicaux de crise, dont un certain nombre ne voient jamais de malades, et les médecins de terrain. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont dans la logique et qui ont accompagné les différents gouvernements, quelle que soit leur couleur politique ces dernières années, pour fermer des lits. Et le directeur général de l'assistance publique, imaginez-vous, plutôt que de se préoccuper d'augmenter les capacités en lits de réanimation de l'assistance publique, il y a 15 jours, a été vendre devant le conseil municipal de Saint-Ouen son projet d'hôpital Nord qui va entraîner la fermeture des hôpitaux Bichat et Beaujon et la suppression de 400 lits. Voilà, il y a un affrontement politique sur les projets concernant l'hôpital. Est-ce qu'on continue à fermer des lits? Est-ce qu'on continue à nous vendre le tout ambulatoire? Alors que, écoutez, moi je suis très content, en tant que représentant des urgentistes et membre de la CGT, que la Cour des comptes me donne raison. C'est-à-dire que ce que l'on dit depuis 2003, nous les urgentistes, c'est que nous manquons de lits de réanimation en France, qu'il faut arrêter de fermer des lits. Eh bien la Cour des comptes, qui est quand même pas la Madame Plus en France en général, eh bien, valide le fait que nous n'avons pas suffisamment de lits de réanimation en France. Et les gens qui aujourd'hui ont publié cette tribune, ce sont des vrais Ponce Pilate, parce que ce sont eux qui, ces dernières années, ont entraîné la fermeture d'établissements et qui valident la fermeture des établissements qui sont en cours, dont un hôpital dans mon département, la Seine-Saint-Denis, qui est un des départements les plus touchés. Imaginez-vous qu'on est en train de fermer un hôpital, l'hôpital Jean Verdier. Heureusement, nous avons pu rouvrir une réanimation, mais il y a de la place aujourd'hui dans cet hôpital pour créer plusieurs... Eh oui, ça c'est la réalité et on en parle depuis longtemps, hein. On est en train de continuer de baisser le nombre de lits en France. Alors que c'est sous ce même prétexte qu'on est en train de nous confiner parce qu'on n'a pas assez de lits et que les lits de réanimation sont saturés. Alors on a cet article du Parisien, donc prêtre et fidèles sans masque, pas de distanciation sociale. Horrifié, il a tenu à alerter le Parisien en nous envoyant le lien de la vidéo de la cérémonie. Un petit capot du covidisme a bien rempli sa fonction en dénonçant cette messe sans masque, oh mon Dieu. Voilà, la délation, la valeur suprême du nouveau régime, donc lié au Covid malheureusement. Allez, non à l'écriture inclusive, donc si ça vous intéresse, sachez que donc il y a une pétition donc qui est en ligne. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'écriture inclusive en fait c'est donc pour rajouter des e à chaque fois, vous voyez celui, le qui l'écoute, tout, te, flatteur. Donc voilà, en fait on va rallonger toutes nos phrases. Donc tout ça pour une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'autorise toujours pas à ce que les femmes aient le même salaire à titre de qualification égale et à poste égal, le même salaire que les hommes. Mais ça, par contre, ça c'est pour lutter contre l'inégalité, hein. Alors à Lyon, il y a eu de belles images avec des centaines de personnes qui se sont rassemblées donc pour danser sur les quais malgré le couvre-feu. Donc ça, c'était le 30 mars. Et encore une fois, hein, je vous ai pas mis parce que j'ai pas trop le temps, mais il y a beaucoup de personnalités connues qui se sont offusquées de ça, hein, qui ont crié « Oh là là, les irresponsables », etc. Alors que l'on sait actuellement qu'il n'y a aucune contamination à l'extérieur, qu'on veut juste nous empêcher de vivre tout simplement. Plaisir de voir les gens vivre, les gens danser, les gens faire la fête et ne pas respecter des ordres injustes. Alors c'est là le but de cette pandémie, la destruction de l'économie pour mettre en place le grand reset. Effectivement, on en parle beaucoup. Donc là, Média Avenir qui nous le dit, hein, la dette publique du PIB donc en France a atteint 115,7% en 2020, soit 2650 milliards d'euros. Son sommet le plus élevé depuis, écoutez bien, 1949, selon l'INSEE.
Le déficit s'est creusé à 9,2% l'an dernier, 211,5 milliards d'euros en raison du Covid-19. Mais à votre avis, cette dette, elle va être remboursée par qui ? Et on le sait déjà, hein, et on a déjà plusieurs personnes dont je vous avais déjà montré des passages qui sont passés aux informations en disant il va falloir ponctionner dans les comptes des Français pour pouvoir rembourser cette dette. Donc on rappelle, 93 000 morts en France du Covid. Moi je pose la question, combien est-ce qu'il va y en avoir dû à la dette ? Pourquoi est-ce qu'on continue de confiner le pays et de détruire notre économie ? Si c'est pas un plan qu'il y a derrière. Allez, on passe au sujet du vaccin, on a beaucoup de choses à dire sur le vaccin malheureusement. Donc Olivier Véran, donc ça c'est ce qu'il a dit texto, hein, vous pouvez le retrouver sur internet, il l'a dit dans son mémo récemment. Donc les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale ou de la virulence d'un variant. C'est Olivier Véran, ministre de la Santé, qui vous le dit. Pourquoi est-ce que vous allez vous faire vacciner ? Les personnes vaccinées sont celles qui sont le plus exposées aux formes graves. Mais ce qui est marrant, c'est qu'Olivier Véran, il n'est pas poursuivi pour ce qu'il dit, parce que entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a une incohérence totale. Avant que le Covid arrive en France, il était déjà en Chine, et il nous disait que le confinement favorisait la propagation du virus. Aujourd'hui, il est d'accord pour dire qu'il faut faire un confinement. Il nous dit aussi qu'il faut que tout le monde aille se faire vacciner pour faire la fin de l'épidémie, mais il nous dit dans le même temps que les personnes vaccinées, c'est elles qui auront les formes les plus graves. Et donc, tout le paradoxe de la vaccination est là. Vu que la vaccination c'est pour revenir à, entre guillemets, la vie normale, hein, parce qu'on sait que c'est pas une vie normale, on est d'accord que vous n'êtes pas confiné, on est d'accord que vous ne portez plus le masque, on est d'accord que vous n'avez plus les distanciations sociales à respecter. En fait, qu'est-ce qui a changé dans votre vie avec votre vaccination ? Absolument rien. Et on a cette photo, alors magistrale, hein, donc de la vaccination de Estrosi. Et j'ai été vérifié, vous pouvez d'ailleurs aller vérifier en tapant pour trouver les deux articles, j'ai été vérifié, c'est du factuel. Donc en 2020, on avait donc la vaccination contre la grippe, Christian Estrosi lance la campagne Vaccine Nice. Donc ça c'était la photographie à l'époque, donc en octobre 2020. Et donc on voit derrière, regardez un petit peu tout le décor, hein, on voit une horloge ici, on voit un sac d'une certaine couleur, regardez qui est là et qui fait la vaccination. Et en fait, en 2021, donc la métropole Nice-Côte d'Azur va vacciner 12 000 personnes, donc là pour le Covid-19, hein, et c'est Estrosi qui là nous dit « je me fais vacciner pour le Covid-19 ». Il est censé s'être déroulé un an, pratiquement entre les deux, mais on a exactement la même photo. C'est-à-dire qu'en fait, en 2020, les journalistes, ils sont venus, ils ont pris plusieurs clichés de différents angles, et puis ils nous ont ressorti exactement la même image pour le vaccin d'Estrosi, soi-disant pour le Covid-19. Moi, j'ai une question pour vous. Quelle est la preuve actuellement que Estrosi s'est fait vacciner contre le Covid ? Moi, j'en ai aucune. J'en ai absolument aucune. La seule que j'ai, ou que je pourrais avoir, c'était la photo qu'on me montre quand il se fait vacciner. Sauf que la photo qu'on nous montre, c'est la photo que quand il s'est fait vacciner contre la grippe en 2020. Donc où est la preuve que ce monsieur s'est fait vacciner contre le Covid ? On n'en a absolument aucune. Et encore une fois, si ça c'est pas de la propagande, faut m'expliquer ce que c'est, hein. Allez, une image sympa pour nous montrer donc la bêtise humaine. Donc regardez, on était dans une petite cage, on était dans la cage confinement. On nous a dit si vous voulez sortir de la cage confinement, faut aller dans la cage vaccin. Donc là il y a tout le monde qui se rue dans la cage vaccin. Et puis ce qu'ils ont pas compris, c'est qu'en fait ça s'arrête jamais parce qu'après on repart dans l'autre sens. Vous voyez que là il y a des gens qui se sont fait vacciner mais ça change rien. Faut de nouveau se faire confiner. En fait, les gens qui nous gouvernent ont une capacité à nous faire accepter des choses qui n'ont aucun sens de la réalité qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a aucune preuve que le confinement fonctionne, on n'a aucune preuve que le vaccin fonctionne également, mais on nous fait passer de l'un à l'autre sans se poser la question de où est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on le fait, et quelles conséquences ça va avoir. Et on va revenir sur la rémunération des médecins donc pour le vaccin anti-Covid. Et on a les données qui nous sont données là, donc un médecin titulaire et désormais même les médecins remplaçants, donc 105 € de l'heure pour aller faire donc le vaccin Covid à leurs patients, 420 € la demi-journée en semaine, 460 € la demi-journée le week-end. On se rappelle, hein, c'est pas la première fois, pour rentrer des gens, donc les médecins pouvaient rentrer des gens Covid en les auscultant, etc. S'ils les faisaient rentrer Covid, ils avaient une prime. Là encore, on a une prime pour aller donc faire vacciner les gens du Covid et on doit, 420 € la demi-journée en semaine, 460 € la demi-journée le week-end. Incroyable. Alors vaccination, Jean-Michel Blanquer annonce que le tour des enseignants débutera probablement mi-avril. Alors ça c'est une stratégie extrêmement bien connue, hein, du diviser pour mieux régner, c'est-à-dire que c'est comme à la réforme des retraites, hein. Je sais pas si vous vous rappelez la réforme des retraites, on avait mis l'accent sur les cheminots, regardez les privilèges qu'ils ont les cheminots, hop on s'attaque à eux. Puis en fait on s'attaquait à tout le monde au final, mais on montrait juste qu'on s'attaquait à une petite catégorie de la population pour pas dire on s'attaque à vous tous, pour pas qu'il y ait de mouvement de révolte. Et là c'est pareil pour la vaccination, on ne dit pas on va tous vous vacciner, c'est on va d'abord vacciner
vacciner tous les personnels soignants. Ensuite, c'est le tour des enseignants parce qu'ils sont en contact avec les enfants. Donc, boum, ça va être à vous. Mais vous croyez pas que ça va s'arrêter avec les enseignants, hein, ça va continuer avec les autres professions, bien entendu. C'est juste qu'ils font profession par profession pour pas créer de phénomènes de groupe et de réticence. On nous dit l'objectif souhaité par le ministre est de réussir à vacciner tous les enseignants au nombre de près donc de 870 000 en France au cours des 2 prochains mois. Et on nous dit même que les personnels non enseignants devraient également être concernés. Donc tous ceux au final qui rentrent dans une école devront être vaccinés. Alors on a la propagande sur le vaccin qui s'amplifie mais d'une manière atroce. Donc là on a France Info. Alors France Info, le premier mot qu'ils mettent pour décrire une personne désormais c'est vacciné. Ils mettent même pas son prénom, sa profession, etc. Non, c'est le premier mot qu'ils mettent pour une personne, c'est vacciné. Voilà, c'est son premier prénom maintenant. Vacciné, donc Jacqueline, 100 ans et arrière-grand-mère, retrouve sa famille qu'elle n'a pas vue depuis 7 mois. Donc le message qu'il y a derrière, c'est vous ne pouvez pas aller voir vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents puisqu'ils ne sont pas vaccinés. Par contre, s'ils sont vaccinés, vous pouvez aller les voir. Et on nous montre bien sûr des images très émotionnelles, hein, avec donc les petits-enfants qui vont l'embrasser, les larmes qui sont pratiquement là dans les yeux. Alors ça fait plaisir de retrouver une vie d'avant, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Et on nous vend donc cette vaccination comme étant le remède miracle. Ce qui est marrant, c'est que, regardez, j'ai même posté un commentaire sur leur article parce que c'était vraiment atroce. Et donc j'ai posté France Info pour l'interrogation, donc, et j'ai mis l'article parce qu'il y a un article de Ouest France qui vient de sortir aussi le même jour, pratiquement. Des résidents d'un EHPAD du Bas-Rhin contaminés malgré la vaccination. Bon alors, si on a ça dans le réel, pourquoi est-ce qu'on nous vend la vaccination comme étant le meilleur moyen de retrouver une vie normale? L'article est là, des résidents d'un EHPAD du Bas-Rhin contaminés malgré la vaccination. Donc à l'EHPAD de Markolsheim, 12 résidents ont été testés positifs au Covid-19. Parmi eux, 7 avaient été vaccinés. Pour rappel, le vaccin permet d'éviter, on nous dit, les formes graves de la maladie, même si vous avez vu la déclaration d'Olivier Véran, on pourrait modifier maintenant ça, mais n'empêche pas d'attraper le virus, ils nous le disent. Alors France Info, pourquoi est-ce que les personnes là, en théorie, ont le droit d'aller voir leur grand-mère si la vaccination n'empêche pas le fait d'avoir le Covid? Elle est où la logique là-dedans? La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que vous avez le droit d'aller voir vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, sans masque, etc. C'est comme si dans les années passées, on vous avait dit faut surtout pas aller voir vos grands-parents parce que si vous avez la grippe, vous risquez de leur donner et ils risquent d'être en réanimation, ils risquent peut-être de mourir à cause de vous. C'est ce qu'on est en train de dire aux enfants actuellement qui voudraient aller voir leurs grands-parents. On en vient à une déshumanisation énorme. Est-ce qu'à la fin de votre vie, vous ne voulez plus voir votre famille pendant 7 mois juste par peur de mourir? Et regardez, parce que là on a LCI qui a mis le doigt donc sur ce qu'on a déjà mis le doigt il y a déjà plusieurs semaines, mais eux ils ont toujours du retard. Donc les apprentis sorciers nous auraient menti, et on va constater ça concernant la vaccination. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelle est-elle cette situation au Chili? Eh bien effectivement, le Chili est dans une situation comparable à celle que nous devrions connaître en France à la mi-mai. Aujourd'hui, il est le 3e pays du monde qui a le plus vacciné en proportion de sa population. 36% de la population chilienne a reçu le vaccin, c'est à peu de choses près là où nous en serons mi-mai. Plus d'un tiers de vaccinés donc, et pourtant les contaminations repartent à la hausse, plus 7% sur les 2 dernières semaines, plus 38% sur le mois qui vient de s'écouler. Les lits de réanimation sont pleins à 95%, le développement de l'épidémie est à son plus haut point depuis 1 an. Ce succès de la vaccination nous a induit en erreur. Tout le monde a cru que c'en était terminé du Covid. Voilà ce que dit l'infectiologue chilienne Claudia Cortés. Et voilà pourquoi les casinos, salles de gym, les centres commerciaux ont rouvert ces dernières semaines au Chili. Mais aujourd'hui, changement de pied du gouvernement chilien, il reconfine 80% de sa population. Pourquoi est-ce qu'on continue à vacciner les gens en France alors qu'on tend vers ça au Chili? C'est les projections qu'elle nous donne, donc dans quelques mois, on sera à peu près à la même proportion que le Chili en termes de vaccinés. Est-ce que c'est la solution là-bas? Non, ça ne marche pas, on a la preuve que ça ne marche pas, et nous, on tend toujours vers ça alors qu'on sait que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Les liens sont tombés de haut, presque tous les commerces sont fermés, les écoles aussi, même chose pour les frontières fermées aujourd'hui pour 1 mois. Conclusion donc du président de la Société chilienne des soins intensifs, Darwin Acuña, vaccination et hausse des infections sont des phénomènes qui évoluent sur des voies totalement distinctes. La base d'un vaccin, c'est de ne pas attraper le virus. Bon, et là au Chili, ils ont 36% de leur population qui est vaccinée et ils nous disent, en fin de compte, qu'on soit vacciné ou pas, ça n'évolue en rien sur le nombre de cas. On est catégorisé de complotisme, mais maintenant on a des exemples concrets de pays qui l'ont fait à l'étranger et qui nous disent, finalement, ça ne marche absolument pas.
Et est-ce qu'il y a d'autres exemples, Fanny, enfin il y en a, de pays où un tiers de la population a été vaccinée, donc comme ce sera le cas chez nous au 15 mai? Oui, il y a aussi le Bahreïn. 31% de la population y a reçu une dose de vaccin. 5e pays qui a le plus vacciné, là encore, en proportion de sa population. Eh bien, là aussi, les contaminations repartent jusqu'à atteindre des records pour le pays depuis le début de l'épidémie. Plus 996 nouveaux cas en moyenne chaque jour sur la semaine qui vient de s'écouler. Le Bahreïn n'a jamais eu des courbes aussi hautes que depuis qu'ils ont vacciné. Et je vous invite à aller voir la vidéo d'Alexandra Orion-Caude, qui est une spécialiste et qui nous explique comment le fait d'être vacciné fait que l'on rejette beaucoup plus de particules du virus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est triste à dire, mais les personnes les plus dangereuses aujourd'hui, ça va être les personnes qui vont être vaccinées, parce qu'elles vont rejeter davantage de particules du virus. Encore une fois, elle a été attaquée de partout, mais la réalité, c'est que les chiffres prouvent qu'elle a raison. Alors, est-ce que vous pouvez encore croire que la vaccination, c'est la fin de tous nos maux ? 40% de plus en 2 semaines, 66% de plus en 1 mois. Là encore, le Bahreïn avait tout rouvert il y a 2 à 3 semaines grâce à sa vitesse de vaccination. Restaurants, bars, piscines, salles de sport. Et il faut peut-être s'attendre donc à une refermeture de tous ces établissements. Mais pourtant, regardez le professeur Robert Cohen qui nous dit « Si on veut un retour progressif à la vie d'avant, il faudra aussi vacciner d'abord les adolescents, puis les enfants. » Donc ce monsieur, il veut vacciner toute la population, alors qu'on a des exemples dans d'autres pays où il y a déjà 36% de la population qui est vaccinée, et les chiffres partent à la hausse et sont obligés de se reconfiner. Ces gens-là ne s'arrêteront jamais. Et encore une fois, un article de CNews, un retour à la vie d'avant possible seulement si 90% des adultes sont vaccinés d'ici à septembre. Ils le sortent d'où ce chiffre de 90%? Parce que un vaccin à la base, je parle pas du Covid parce que là c'est devenu n'importe quoi, mais un vaccin à la base, c'est pour vous éviter d'avoir la maladie. Donc si vous êtes sûr de ne pas avoir la maladie en tant que vacciné, qu'est-ce que vous en avez à faire que les autres autour de vous ne sont pas vaccinés, puisque vous êtes immunisés? Sauf que c'est là tout le stratagème qu'il y a derrière et toute la vis qu'il y a derrière, c'est qu'aujourd'hui on nous montre, on le sait, le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid, donc ils vont nous dire, ce coup-ci il faudra que tout le monde soit vacciné, puisqu'on peut quand même l'attraper. Enfin voilà, ce vaccin c'est vraiment une grosse blague. Bref, on passe à la suite à l'Europe et au monde. Alors on commence avec Facebook dont les données personnelles de 500 millions d'utilisateurs ont été piratées. Elles ont été piratées et mises en ligne sur un forum de piratage informatique selon le média Business Insider. Donc voilà, toutes vos données, et il y a énormément de piratage en ce moment, on en a déjà parlé, il y a eu des piratages sur nos données médicales, désormais c'est sur Facebook, on a énormément de données qui sont piratées de partout, qui sont mises on ne sait pas où, je sais pas ce que ça va donner tout ça, mais c'est quand même assez troublant. Alors on a Russie qui a condamné donc Twitter à une amende de près de 100 000 €, donc suite à un refus de supprimer des tweets incitant les mineurs à des activités illégales, le réseau social a été condamné par un tribunal moscovite à payer 3 amendes d'un montant total de plus de 99 000 €. Voilà, donc d'un côté, on a Twitter qui refuse de supprimer des tweets incitant les mineurs à des activités illégales, mais dans le même temps, Twitter qui se permet de supprimer des comptes de partout, de tous ceux qui contredisent le narratif du Covid, ou des pro-Trump, ou des gilets jaunes, ou tout ce que vous voulez, tout cela, les comptes, ils sautent. Par contre, faire des tweets en incitant les mineurs à faire des activités illégales, ça n'enfreint pas les règles de Twitter. Faut quand même faire bien la distinction, Voilà, on se rend compte qu'il y a très peu de pays qui s'attaquent à ces réseaux sociaux. Il y a surtout la Hongrie, la Pologne et désormais aussi la Russie. Enfin, la Russie, c'est depuis longtemps. Mais voilà, bravo à eux parce que on se rend pas compte la puissance que sont en train de prendre les big tech actuellement. Que ce soit YouTube, Twitter, Facebook, Google, etc. On n'a plus rien le droit de dire. On est tous sur des plateformes alternatives actuellement. Alors on a, après avoir démenti donc les propos d'un élu américain qui disait que certains chauffeurs d'Amazon étaient contraints d'uriner dans des bouteilles, l'entreprise l'a finalement confirmé. Nous savons que nos chauffeurs ont des problèmes pour trouver des toilettes. Voilà, donc Amazon qui fait des milliards et des milliards de bénéfices, qui n'a toujours pas su régler les problèmes qu'ont leurs propres chauffeurs pour livrer les colis. Est-ce que cette entreprise a l'air d'avoir une éthique intéressante? Donc moi c'est ce que je dis, nos billets de banque sont un bulletin de vote. Souhaitez-vous continuer de voter pour ce genre de société? Si vous achetez chez Amazon, vous mettez votre bulletin de vote comme si vous étiez d'accord avec l'éthique d'Amazon. Faut réfléchir comme ça. Pour quelle éthique Amazon prône?
On a le pouvoir, il faut vraiment l'utiliser, quoi. Alors on a le compte Média Avenir qui est suspendu, hein, on parlait de la censure, etc. Mais nous nous activons pour le faire revenir, nous ne connaissons pas le motif de sa suspension pour le moment, nous restons actifs sur Média Avenir Back. Même Média Avenir, qui est un site d'information alternatif, mais qui donne juste les infos, hein, ils donnent même pas leur avis, ni rien, ils donnent juste les infos au compte-gouttes. Même eux sont censurés, même eux doivent avoir un second compte, comme moi actuellement sur Twitter. C'est quand même incroyable où on en est rendu là. Bientôt il restera plus que BFM TV sur Twitter, hein. Alors on va venir sur un sujet un petit peu moins drôle. Donc l'humanité pourrait ne plus assurer sa survie par la procréation d'ici 2045, selon Shanna Swan, une professeure de médecine environnementale à New York. La surconsommation de plastique dans les pays industrialisés pourrait conduire à une infertilité mondiale. Malheureusement, c'est pas les seuls qui en parlent, hein. La plupart des couples seront stériles d'ici 2045, donc selon Paris Match, hein, ils en parlent également. Et je vais vous passer une vidéo qui peut être assez choquante, je m'en excuse si elle vous choque, mais c'est malheureusement la réalité en ce moment. C'est en train d'y réfléchir dans des startups américaines. Ça, c'était en 2019. L'utérus artificiel. Des chercheurs hollandais ont reçu 3 millions d'euros pour développer un prototype d'utérus artificiel. C'est pas de la science-fiction, c'est de l'actualité. C'est pas de la science-fiction, là. Il faut se réveiller, là. C'est de l'actualité. Si la BBC en parlait, The World's First Artificial Womb for Humans, le premier utérus artificiel pour les humains, dans le cadre desquels les utérus, là, on va faire pousser des humains. Et ça va être facile pour les corporations de s'acheter une force de travail docile. On va pouvoir... Ça vient avec ça, la gestion technocratique. Tu veux pas avoir des humains qui se reproduisent n'importe comment, là. Tu sais, avoir des enfants n'importe comment, là. On veut savoir combien de personnes on a de besoin, et après ça, produire le nombre d'individus qu'on a de besoin une génération à l'avance. C'est ça, la gestion technocratique. Et ça a déjà commencé. In the Netherlands have been given a €3 million grant to develop an artificial womb within the next decade. But patents have existed since the 1950s for artificial wombs. In fact, if you go on Google and look up artificial uterus, you can find the patent by Emanuel M. Greenberg. An artificial uterus patented in 1955. Described as a container for a fetus, a second container for a placenta, adjacent thereto. OK. Donc, ça, c'est en train de s'en venir, mais pas juste ça. Et donc, pour mettre ça en place, on a besoin des mesures sanitaires. Hein. Ça va être beaucoup plus sécuritaire pour le bébé de le faire pousser à l'extérieur du ventre de la mère, vont-ils nous dire. Ils vont trouver plein d'experts qui vont amener à la télévision.
nous dire que c'est beaucoup plus sécuritaire pour la mère et l'enfant d'avoir un utérus artificiel. Ça permet à la femme de travailler. Ils peuvent regarder le bébé le soir en écoutant un film à travers la vitre. Ils peuvent voir le bébé grandir. Mais pensez à ça, un enfant qui grandit sans entendre la voix de sa mère. Parce que un bébé, là, c'est aveugle, hein, mais ça entend. Ça entend sa mère parler, ça entend des... Et c'est comme ça quand Noam Chomsky dit que les êtres humains sont comme wired, hein, sont verrouillés pour le langage, ils sont comme connectés pour le langage, ben c'est parce que parmi les premières sensations que les êtres humains reçoivent, c'est les sons, c'est la parole, le langage maternel. Hein, le rire, ils entendent leur mère rire, leur mère, whatever, pleurer ou... Ils entendent le langage. Et là, ce qu'on veut faire, c'est sortir les enfants du ventre, créer, encore une fois, la séparation des enfants et des parents. Et ça a déjà commencé avec la COVID. Hein. Vous avez vu ces images de bébés avec des masques, des trucs en plastique. Je les avais montrés. Il y a pire encore, on commence à installer comme un truc, un drap de plastique entre la mère et son bébé. And I'm down on my knees again. Thank you for the happiest year of my life. Oh, thank you for the happiest year of my life. Voilà. Vous voyez un peu où est-ce que ça s'en va. Donc, est-ce que est-ce que j'ai besoin de m'étendre là-dessus? C'est ça le plan. C'est le monde qu'ils veulent mettre en place demain. Et c'est vraiment contre ça qu'on doit se battre. Et si je vous montre ce genre de choses qui sont peut-être un peu déprimantes, c'est vraiment pas pour que vous tombiez dans la peur ou dans la panique ou dans le stress, etc. C'est vraiment pour que vous en ayez conscience de vers quoi on va et contre quoi on se bat. On se bat pas seulement pour la fin du port du masque ou pour la réouverture des restaurants. On se bat pour un autre monde finalement, parce que le monde du Grand Reset, ça va être ce monde-là. On commence avec le rassemblement au bois de la Cambre à Bruxelles qui dégénère en émeute, 22 arrestations et plusieurs dizaines de blessés. Alors quel était leur tort? En fait, il faisait un peu beau, ils se sont mis donc sur les jardins, là, sur les petits parcs. Et donc ils se sont fait charger, alors ils se sont fait charger avec la police à cheval, avec des images assez fortes. Malheureusement, elles y sont pas sur l'article, mais je vous invite à aller voir, c'est juste n'importe quoi. Des gens qui étaient juste là en train de pique-niquer ou qui étaient assis avec un petit plaid, etc. Ils se sont fait charger à cheval. Pas que, hein, ils se sont fait aussi... ils se sont fait disperser avec la pompe à eau. Donc regardez, avec le gros jet d'eau là qui est venu bouger tous les gens qui étaient ici là. Vous n'avez pas le droit de prendre le soleil, vous n'avez pas le droit d'être dans un parc. Voilà ce qu'on est en train de faire là aux gens. Mais il y avait un cortège donc, qui a crié « Liberté, liberté, liberté ». Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Ça va mener à des choses qui sont vraiment pas bonnes, hein. Ça va mener à des conflits, à des insurrections, etc. Parce que là, on est en train juste de taper des gens qui sont juste dans un parc, en fait, qui sont en train de prendre le soleil et de respirer. Entre deux confinements, on n'a pas le droit de respirer. Je sais pas si vous vous rendez compte de où est-ce qu'on en est actuellement, hein. Et c'est pas que en France, c'est dans tous les pays actuellement. On n'a rien le droit de faire. On n'a plus le droit de faire la fête, on n'a plus le droit d'aller dans un parc, prendre le soleil, voir des gens. Et si on le fait, on se fait tabasser ou bien on se fait amender. Allez, un jugement historique en Belgique, donc l'État belge qui est condamné donc par le tribunal de première instance à lever toutes les mesures Covid d'ici 30 jours. Vous vous rendez compte? Donc là, on a donc des personnes qui reviennent donc sur l'origine donc de cette procédure contre l'État belge, l'association donc la Ligue des droits humains et la portée de ce jugement. Donc on nous dit les Belges retiendront sans doute cette victoire importante. Comme les Français et bien d'autres citoyens, ils sont sous l'effet de mesures jugées liberticides. Cependant, il faut rester vigilant pour l'appel. Ce n'est pas la journée de la femme. Cependant, 2 femmes avocates et une magistrate sont à l'honneur. Effectivement, hein, on peut s'attendre à ce que cette décision soit modifiée puisqu'il y a eu un appel de l'État de cette décision. On peut sans doute se douter qu'il va y avoir un changement de cette décision, mais en tout cas c'est vraiment historique. L'État belge qui serait condamné par le tribunal de première instance à lever toutes les mesures Covid d'ici 30 jours, c'est totalement incroyable. Et il faut vraiment que ce genre d'action judiciaire se multiplie partout pour leur mettre vraiment la pression. Alors on a cette information un peu troublante donc de Médias Avenir, la France se préparerait à une guerre de haute intensité. L'état-major aurait créé 10 groupes de travail pour examiner la préparation du pays à une guerre de ce style. Les opposants pourraient être la Russie ou la Turquie ou un pays d'Afrique du Nord.
Bon, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on nous parle d'opposants, c'est toujours la Russie. Je sais pas ce que nous, on a comme problème avec la Russie. Je sais pas ce qu'elle nous a fait, la Russie, mais elle nous a rien fait de spécial. Mais c'est toujours l'ennemi à abattre. En tout cas, là, la France qui se prépare à une guerre de haute intensité, dont les opposants pourraient être la Russie, la Turquie ou un pays d'Afrique du Nord. Un peu étrange tout ça, à voir ce que ça va donner par la suite. Autre sujet, donc on a des députés britanniques qui sont contre un passeport sanitaire. Effectivement, donc plus de 70 députés britanniques de tous l'échiquier politique ont exprimé hier leur opposition à l'instauration d'un passeport sanitaire discriminatoire au Royaume-Uni, envisagé par le gouvernement pour accompagner la réouverture de certains secteurs après le confinement dû au coronavirus. Nous nous opposons à l'usage clivant et discriminatoire de certificats indiquant le statut Covid pour refuser l'accès de personnes à des services généraux, des entreprises ou des emplois, ont indiqué ces députés. En effet, l'Union européenne a présenté en mars un projet de certificat réclamé donc par des pays très dépendants du tourisme comme la Grèce, visant à faciliter les déplacements sur son territoire dans la perspective de la saison estivale. Au Danemark, un certificat sanitaire permettra d'aller chez le coiffeur en avril, puis dans les restaurants en mai. C'est le Danemark! Vous entendez, c'est le Danemark. Depuis le début, on le dit, c'est déjà le cas en Chine, en Israël. On nous dit oui, mais en Chine, ils sont un peu fous, en Israël aussi. Le Danemark, ils sont fous aussi? Non, ils veulent le mettre partout. On nous dit aussi que l'Association du transport aérien international a annoncé qu'elle lancerait un passeport numérique Covid via une application spéciale pour iPhone et Android. Et Virgin Atlantic a déjà annoncé qu'elle utilisera l'application sur les vols Londres-Barbade à partir du 16 avril. On nous dit que le passeport ne sera pas obligatoire mais servira à accélérer l'embarquement des personnes ayant reçu le vaccin. Mais on sait très bien que ça sera le cas a posteriori. Et donc Boris Johnson, il est un peu malmené par tout ça, et en fait il est en train de proposer à ce que ce passeport sanitaire il soit mis en place mais sur une durée limitée. Sauf que si c'est une durée limitée, il n'y a rien qui l'empêchera de repousser cette date, et de finalement en faire quelque chose qui sera là tout le temps. Mais comprenez bien qu'un passeport vaccinal, ce ne sera pas juste une petite soumission, ce sera une grosse soumission, c'est-à-dire que ce sera un passeport qui va être renouvelable. On va vous dire tous les 6 mois, il faudra avoir votre nouvelle dose de vaccin, avoir votre nouveau tampon. Si vous n'avez pas votre nouveau tampon, vous ne pouvez pas prendre votre vol. C'est ça la finalité de tout ça. Alors on va faire un petit tour du côté d'Israël, dont Israël, le pays qui a le plus vacciné, où tout est censé aller très bien, qui est notre exemple. Eh bien la mortalité parmi les personnes vaccinées de plus de 65 ans augmente à nouveau, alors qu'ils ont vacciné une grosse partie de leur population. Effectivement, malgré la vaccination, eh bien ça repart encore une fois à la hausse. Et on continue avec Israël, donc l'exemple à suivre selon les médias des plateaux télé. Le ministre de la Santé en Israël envisage maintenant de retirer, écoutez bien, le passeport vert aux parents qui refusent de donner leur consentement à la vaccination de leur enfant. C'est tout là où je veux vous amener, c'est vous faire comprendre qu'il n'y aura pas de fin. Tant qu'on s'agenouille à chaque fois qu'ils nous mettent quelque chose, on nous a mis le confinement, le couvre-feu, le masque obligatoire, la vaccination, maintenant le passeport sanitaire, le QR code, mais ça s'arrêtera jamais. Tant qu'on s'agenouille, nous continuerons à nous mettre de nouvelles choses. Et là, on est en train de nous dire que on va retirer le passeport vert aux parents. On leur dit « Ah, vous voulez voyager ? Eh bien, faut que vos enfants ils soient vaccinés. S'ils ne sont pas vaccinés, vous ne pouvez pas voyager non plus. » Vous vous rendez compte ? Il n'y a pas de fin à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre dès maintenant contre tout ça. Par ailleurs, on a des données qui nous sortent de la Suède, qui a connu un pic de mortalité plus faible en 2020 que dans une plus grande partie de l'Europe. La Suède qui n'a pas confiné, qui a des statistiques qui sont en dessous des nôtres, alors que nous, on enchaîne confinement, fermeture des restaurants, etc. Vous voyez, ça, c'est la vie en Suède, du 26 mars 2020. Ça, c'est à Stockholm. Les bars sont ouverts, les restaurants, etc. Il n'y a pas de masque obligatoire. Eux ont des statistiques qui sont moins grandes que les nôtres. Mais nous, on continue de confiner. Et d'avoir le masque obligatoire, de tout fermer, de faire le QR code, le passeport vaccinal. Et en plus, on continue dans une logique totalement incroyable. Coronavirus, bientôt un masque seulement sur le nez pendant les repas. Des chercheurs et chercheuses mexicaines se sont penchés sur le problème des repas à fort risque de transmission du coronavirus. Mais vous vous rendez compte, ils s'arrêteront jamais. Voilà, ils s'arrêteront jamais. Là, il va falloir porter le masque sur le nez, parce que voilà, on respire par le nez, on peut transmettre le Covid par le nez, ou on pourrait éternuer. Attention, ça arrive une fois tous les 36. On pourrait éternuer et transmettre le Covid. Attention. Alors on a des chaussures Nike qui sont fabriquées avec du sang. C'est pas une fake news, j'ai mis longtemps avant de la partager parce que j'y croyais pas trop au début. Ça sort donc de TVA Nouvelle, qui nous dit le chanteur américain, connu pour sa chanson Old Town Road, sort un nouveau modèle de chaussures grâce à un partenariat avec Nike. Ce qu'il y a de particulier dans ce modèle nommé comment ? Nommé Satan, qui fait référence à sa dernière chanson, c'est qu'il y a une goutte de sang provenant d'un humain dans la chaussure. Et donc vous avez en fait ici c'est rempli de sang, ici à l'intérieur.
Enfin, il y a des images qui sont totalement abjectes. Enfin, voilà. Je vous invite à aller voir le dernier live des décodeurs qui parle de tout ce qui est Satan, satanisme, au niveau des élites. Au niveau de notre société. Au début, on ne veut pas voir, mais c'est quand même très troublant ce qui se passe actuellement. Hein, on sort Nike qui sort des chaussures qui sont appelées Satan avec des gouttes de sang humain dans la chaussure. Mais ça, c'est l'avenir qu'on nous propose. Hein. Et donc là, je vous ai remis, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc le Chili, 80% de la population qui est reconfinée malgré une vaccination accélérée. Voilà, donc ça, c'est RT France qui nous le dit. Ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mets souvent ce genre de choses parce que c'est vraiment vers quoi on va. Donc l'identité numérique, ça vous dérange pas, le passeport vaccinal n'est pas pour la vaccination, c'est pour introduire un système de contrôle de la population. Les masses ne pourront pas sortir de leur pays, leur ville ou même leur maison. Exemple, Pékin avec le QR code. Ça, c'est ce qui se passe actuellement en Chine. C'est pas dans 10 ans, c'est ce qui se passe maintenant. Pour rappel, la Chine, ils ont mis en place certaines choses que nous, on met en place maintenant. D'ailleurs, je le redis, le pass sanitaire obligatoire, au début, on nous a dit c'est une théorie du complot. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore une théorie du complot ? Un QR code santé, sorte de passeport électronique qui traque 24 heures sur 24 nos déplacements. Impossible de s'en passer de ce QR code. Il faut le scanner toute la journée pour entrer dans un taxi, mais aussi pour entrer dans un magasin, un restaurant ou dans n'importe quel lieu public. Ça quoi là, C'est bon, je suis verte. Et verte, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout va bien. Je suis pas en danger. C'est un visa en quelque sorte, un visa pour une vie normale. Vous vous rendez compte ce que dit Arte ? Pour une vie normale. Vous vous rendez compte ce que dit Arte ? Ils sont en train de légitimer ce qui se passe en Chine. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va se passer bientôt en France. On est en train de légitimer une dictature sanitaire là-bas. Quel retour à la vie normale ? Où vous devez avoir un QR code, où vous avez le droit de rentrer ou de ne pas rentrer dans certains lieux de votre pays ou même de votre ville. Est-ce qu'ils ont enlevé le masque pour autant ? Non, ils ont pas enlevé le masque. Donc le masque, il est à vie, le QR code, il est à vie, le passeport sanitaire, il est à vie, la reconnaissance faciale, on va y venir. Tout ça pour une maladie qui tue 0,04% de la population. Est-ce qu'on en fait autant pour d'autres maladies qui sont bien plus graves que le Covid-19 ? Dans les zones vertes, de l'autre côté des barricades, on respire mieux mais toujours derrière un masque. La vie a repris presque comme avant dans la plupart des quartiers de Pékin. Le nôtre heureusement est épargné et nous pouvons donc circuler librement tant que nous ne sortons pas du périmètre autorisé par les QR codes. Même les journalistes, ils sont obligés de suivre les règles là-bas. Heureusement, dans leur petit quartier, là où ils sont, ça va. Mais jusqu'au jour où ils décideront que ce sera plus le cas. Et surtout, qu'ils peuvent plus aller nulle part sans le QR code. Et on va mesurer notre... Et nous consultons chaque jour sur les téléphones portables les lieux où nous avons désormais le droit de nous rendre. T'as vu là ? Chunyi, c'est vers là en fait. C'est surtout cette zone-là on peut pas aller. Qu'est-ce qui se passe si on traverse ces zones-là ? Le QR code devient rouge et quand ton QR code est rouge, tu peux pas quoi. Tu peux aller nulle part. Voilà, donc ça c'est le rappel de ce vers quoi on va. On veut toujours vous mettre d'une carotte à une carotte sans que vous puissiez réfléchir vers quoi on va à la finalité de tout. Alors on a pas mal de manifestations et de révoltes un petit peu, donc là à Milan, donc les chauffeurs de taxi, les citoyens en colère contre le confinement et le gouvernement Draghi bloquent la ville. Donc il y a des protestations dans toute l'Italie avec le cri « Bloquons l'Italie, la patience est morte ». Voilà, félicitations aux Italiens qui se battent, et c'est pas terminé, regardez. À Rome, donc des manifestations de restaurateurs, donc de commerçants italiens devant le Parlement pour protester contre les restrictions sanitaires. Saluons leur détermination. En France, on a déjà eu ce précédent. On a eu les gilets jaunes. Donc les gilets jaunes, pour ceux qui n'ont pas cru, en tout cas qui étaient opposés aux gilets jaunes, ils se sont dit, ouais, c'est bien, tapez-les, c'est des gens qui... Voilà. Là, on est en train de taper des restaurateurs. D'accord ? On est en train de taper des restaurateurs. Et c'est ce qui va se passer partout. Et c'est ce qui va se passer chez nous aussi. Tous ceux qui ne vont plus respecter les règles sanitaires qui sont en vigueur vont avoir cette sanction-là. Et tous ceux qui n'ont pas voulu voir toutes les dérives autoritaires
toutes les violences policières qu'il y a pu avoir durant le mouvement des Gilets jaunes, eh ben, ils vont le vivre maintenant s'ils se révoltent contre ça. Bravo aux restaurateurs, commerçants italiens, ils nous montrent souvent la voie, hein. Il y a plusieurs fois on a montré ce qui se passe en Italie, ils nous montrent la voie, ça donne des idées aux autres pays, et c'est pour ça qu'ils se font taper dessus pour justement que ce genre de choses ne se produisent pas, pour pas qu'il y ait un effet boule de neige et que d'autres pays fassent la même chose. Amis restaurateurs, commerçants français, vous vous rendez compte que vous ne rouvrirez jamais. On ne vous donne même plus de date aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous continuez d'accepter tout ça? Allez, on va parler un petit peu de la Russie. Donc, alors, il y a des grosses tensions entre l'Ukraine et la Russie. Donc, Moscou qui met Washington en garde contre l'escalade des tensions. Donc, on a un contexte de déploiement militaire de part et d'autre de la frontière russe. Donc, Kiev qui en appelle à l'OTAN. De son côté, Moscou met en garde contre une dangereuse escalade qui devrait préoccuper les États-Unis alliés de Kiev. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a vraiment tous les yeux focalisés donc sur le Covid, hein, et on n'a pas du tout les yeux focalisés sur ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Russie, parce que c'est assez... voilà, il y a vraiment une escalade qui est en train de se produire avec des mouvements de troupes de part et d'autre. On n'en parle pas beaucoup. Mais pourtant, il y a de grosses tensions et ça monte crescendo, hein. Il y a même des morts de temps en temps de part et d'autre de la frontière. Donc on nous dit qu'une adhésion à l'OTAN empirerait la situation selon Moscou. Donc le même jour, le président ukrainien donc, avait appelé l'OTAN à valider de façon accélérée le plan d'adhésion de son pays à l'organisation militaire donc de l'OTAN, afin selon lui donc d'envoyer un vrai signal à la Russie. L'OTAN, c'est la seule voie vers la fin de la guerre dans le Donbass, avait-il ajouté. Le Kremlin, lui, donc a répondu dans la foulée: nous doutons fort que cela puisse aider l'Ukraine à régler son problème intérieur. De notre point de vue, cela empirera encore la situation. Il a qualifié l'éventualité d'une adhésion à l'Alliance Atlantique de perspective tout à fait inacceptable pour les millions de personnes qui habitent dans les républiques autoproclamées aux mains des rebelles. Bon, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a l'Ukraine qui se met quand même en position de victime, alors que eux organisent régulièrement des exercices militaires conjoints avec toutes les troupes de l'OTAN, pratiquement à la frontière russe. Si ça, c'est pas des provocations, franchement, faut m'expliquer ce que c'est. Et donc, ils participent avec donc l'OTAN à des actions défensives, suivies d'une offensive visant à restaurer la frontière de l'État et l'intégrité donc territoriale d'un État qui a été agressé par l'un des pays voisins hostiles. Voilà, donc à voir ce qui va se passer par la suite avec l'Ukraine et la Russie, mais il faut quand même jeter un œil sur ce qui se passe là-bas, qu'il n'y ait pas un événement comme ça qui se crée et qui conduise à une échauffourée, quoi. Alors on a l'Amnesty International qui vient de se réveiller, hein. Alors nous ça fait des mois qu'on le dit. Les régimes autoritaires utilisent le Covid-19 pour intensifier leur répression selon le dernier rapport de Amnesty International. Le rapport explique que la pandémie leur a donné l'occasion de consolider leur propre pouvoir. C'est pas vrai. Voilà, donc je crois qu'on avait encore bien vu, hein. Allez, pour finir en douceur et en rigolade un petit peu, donc on a Blanquer qui s'est plaint, hein, vu qu'il y a l'école à la maison actuellement, l'école à distance. Il s'est plaint du fait qu'il y a eu des piratages, notamment il a sous-entendu que ça pouvait être la Russie. donc là on a cette image de Poutine qui est assez excellente, hein, avec son pays, l'immensité de la Russie qu'il doit gérer. Et donc il s'adresse à son général Popov: montrez-moi sur la carte où se trouvent les serveurs de l'ENT du collège Jacques Prévert d'Épinal. Voilà, c'est pour bien se foutre de la gueule de Blanquer. Voilà, le mensonge, la propagande, c'est vraiment membre de ce gouvernement, hein. On n'hésite pas à dire dès qu'une chose marche pas que c'est la faute de pays étrangers, alors que ça concerne des ENT d'un collège. Qu'est-ce que vous voulez que la Russie aille pirater l'ENT d'un collège Jacques Prévert d'Épinal? Enfin, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Allez, on passe aux États-Unis. Alors on a la Floride qui interdit le passeport vaccinal au nom des libertés individuelles. Donc le passeport vaccinal, un document certifiant que son détenteur a été vacciné contre le Covid-19, a été interdit en Floride au nom du non-respect donc des libertés individuelles. À l'annonce donc du vendredi 2 avril, le gouverneur républicain de cet état très touristique. Il interdit au service administratif de cet état donc de délivrer des passeports vaccinaux ou tout autre type de document visant à attester qu'une personne a reçu un vaccin contre le Covid-19. Le texte empêche aussi les entreprises de cet état d'exiger de leurs clients ce type de passeport vaccinal ou une preuve d'immunisation au virus. Pour DeSantis, proche allié de l'ancien président Donald Trump, les passeports vaccinaux limitent les libertés individuelles et menacent le secret médical. Voilà, bravo à ce gouverneur de la Floride. Le voici, ce fameux gouverneur qui a enlevé le port du masque, donc qui s'oppose au passeport vaccinal et qui a aussi
enlevé toutes les amendes qu'il y a pu avoir durant la période du Covid pour non-port du masque, etc. Tout ça, il les a toutes levées. Un grand bravo à ce gouverneur, donc DeSantis, parce qu'il est incroyable, il se bat vraiment, c'est un vrai politicien, il se bat pour les droits et les libertés de son peuple. Bravo. Par contre, il y en a d'autres qui devraient se regarder dans un miroir en France, hein. Et on n'a pas seulement donc la Floride, on a aussi le Texas, donc qui vient d'interdire le passeport vaccinal avec un ordre exécutif. Donc en effet, il nous dit un gouvernement n'a pas à demander une preuve de vaccin ou révéler des infos privées juste pour qu'une personne puisse vivre sa vie. Il interdit aussi aux organisations de demander une preuve de vaccin pour entrer dans tout lieu. Parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'on va vous interdire certains lieux. Et là, on a le gouverneur au Texas, donc Greg Abbott, qui s'oppose encore une fois à ça, tout simplement pour que les gens puissent vivre. Il se bat juste pour que les gens de son état puissent vivre normalement. Un grand bravo à ces messieurs-là, quoi. Et d'ailleurs, au Texas, regardez un petit peu ce qui se passe. Donc nous, en France, on est confinés, hein, je rappelle. On rappelle que c'est une pandémie, que c'est censé toucher tous les pays de la même manière. Eh bien, au Texas, eh bien, ils viennent de rouvrir les stades. Et regardez, le stade est complet, bondé, il n'y a pas de masque. Et nous, en France, on est confinés. Si ça, c'est pas une pandémie... Ça fait vraiment plaisir de voir ces belles images des gens qui revivent normalement, sans masque, qui reprennent leurs loisirs, leurs hobbies. Ça fait vraiment plaisir. Alors on a Jean-Marc Morandini qui nous dit la Maison-Blanche a affirmé cette nuit qu'elle n'imposerait pas de passeport sanitaire aux Américains pour montrer qu'ils ont été vaccinés. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle, à voir ce que ça va donner quand même par la suite s'ils tiennent ça. En tout cas le gouvernement ne soutient pas et ne soutiendra pas un système qui demanderait aux Américains d'avoir un certificat, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche. Il n'y aura pas de base de données fédérale sur les vaccinations, ni d'obligation fédérale exigeant à tous d'obtenir un certificat de vaccination, a-t-elle ajouté. Donc c'est vraiment une une grande nouvelle. Maintenant on reste toujours sceptique, on reste quand même à l'affût de voir si ça va bien être respecté. En tout cas ils ont déjà déclaré des choses intéressantes et si ils doivent revenir dessus, ils passeront vraiment pour des menteurs. Et puis il faudra quand même vérifier s'ils n'essayent pas de le passer d'une autre manière ou bien avec un autre système, de peut-être favoriser le système QR code. En tout cas on reste attentif, mais c'est quand même une très belle nouvelle. Alors on nous dit les Américains entièrement vaccinés peuvent reprendre leurs voyages nationaux et étrangers à condition qu'ils portent des masques. Donc ça c'est le fameux retour à la normale qu'on nous vend, hein. Vous êtes à la fois vacciné et puis vous continuez de porter le masque. Donc être vacciné et garder le masque à vie, c'est le retour à la vie normale. Donc aux États-Unis, même s'il y a certains États qui essayent de se battre contre ça, comme on l'a vu avec le Texas, la Floride, et c'est pas tout, puisqu'on a aussi le Mississippi. Donc là c'est Fabrice Divisio qui nous montre les courbes donc au Mississippi. Et donc c'est assez simple, le Mississippi c'est comme la Floride et le Texas. Donc ils ont rouvert, ils ont décidé de lever les restrictions et abroger l'obligation de porter un masque. Donc c'est comme le Texas, la Floride. Il n'y a aucune flambée qui n'est constatée, vous voyez, hein, vous avez eu un pic en décembre-janvier, et puis là on est au 28 mars, les dernières données, hein, ça baisse de partout, alors que tout est rouvert. Mais nous, en France, on se reconfine. Alors on a Donald Trump qui lance un site internet destiné à défendre son bilan présidentiel. Donc il a lancé un site, puisque en effet il est banni de la plupart des réseaux sociaux, hein, faut quand même le rappeler. Facebook, Twitter, YouTube, il ne peut plus s'exprimer nulle part. Et donc le bureau de Donald Trump s'engage à préserver le magnifique héritage de l'administration Trump, tout en essayant de faire avancer le programme America First. Donc on nous dit qu'il était discret au cours des premières semaines de l'administration Biden. Alors oui, il a été discret, mais il a aussi livré plusieurs interviews, plusieurs conférences, mais qui n'ont jamais été diffusées, qui ont été censurées dans toutes les plateformes possibles. Hein. Vous pouviez aller sur YouTube, même si vous étiez au courant qu'il devait prendre la parole à telle heure, eh bien vous n'avez pas la vidéo. Tout a été censuré sur les différentes plateformes. C'est pour ça qu'il lance ce site, et c'est aussi pour ça qu'on l'avait déjà dit, hein, qu'il va lancer aussi un nouveau réseau social indépendant qui lui permettrait de s'exprimer, parce qu'actuellement on ne peut plus s'exprimer sur Twitter, Facebook, YouTube. C'est le cas pour l'ancien président des États-Unis, je ne sais pas si on s'en rend compte, c'est le cas pour d'autres politiciens, et c'est aussi le cas pour nous en tant que citoyens. Allez, niveau propagande, l'URSS ne faisait sans doute pas mieux. Et oui, avec Joe Biden, la propagande est assez incroyable, donc je vous montre l'image en grand. Donc ça, si c'est pas de la propagande, faut m'expliquer. Donc Biden qui fait une allocution présidentielle, et puis regardez, on a un lapin ici en décoration, et donc il y a un grand masque sur le visage. À quoi sert ce masque sur ce lapin? Est-ce que le lapin peut transmettre le Covid? Je ne sais pas. En tout cas, si ça c'est pas de la propagande, faut vraiment m'expliquer que tout ça c'est des messages subliminaux, hein, parce que les gens regardent l'interview de Biden et puis en image subliminale il faut bien porter le masque, hein.
Allez, finalement, on a trouvé l'équipe de Joe Biden, c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère. Donc, en fait, on en a déjà parlé, hein, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la frontière entre les États-Unis et le Mexique actuellement. Hein. Beaucoup de trafiquants d'armes, beaucoup de cartels, de gangs, d'illégaux et aussi d'enfants qui sont un peu perdus, qui ne retrouvent plus leurs parents. Enfin, c'est des situations assez catastrophiques, beaucoup plus catastrophiques que sous l'ère Trump, qui sont à peu près comparables à l'ère Obama. Et puis donc, là, on a eu tout un défilé Biden, please let us in. Donc on a enfin trouvé les soutiens à Joe Biden. Eh bien, c'est les personnes qui cherchent à rentrer aux États-Unis. Et c'est assez hilarant parce que regardez, c'est vraiment incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous le savez, Trump a établi un mur pendant ces 4 ans à la frontière mexicaine. Donc pour ça, il a été insulté de tous les noms, raciste, le nouveau Hitler, un fou. Enfin, on a tout dit sur Trump. Il fallait absolument pas faire ce mur. Ce mur qui était quand même fait à la base. Bon, on n'en a pas parlé dans les médias français, mais bon, aux États-Unis, c'était bien clair. À la base, ce mur, il était là pour enlever tous les trafiquants d'armes, de drogue, les gangs, les illégaux de passer, et puis aussi éviter qu'il y ait des trafics d'êtres humains, puisque là, c'est ce qu'on voit actuellement sous l'ère Biden. On a des enfants qui ne retrouvent plus les parents, on les met dans des lieux, etc. On ne sait pas où est-ce qu'ils arrivent. Eh bien, ils avaient construit donc un mur, et Biden, les démocrates avaient bien sûr crié, ils avaient tout fait pour empêcher ce mur de se faire. Eh bien, regardez, le DHS de Biden pourrait redémarrer la construction du mur frontalier américano-mexicain pour combler les lacunes de la barrière actuelle, a déclaré donc le secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas. Alors à quand BFM TV en direct là avec Biden le raciste, donc qui continue le mur? Eh bien non, quand c'est Biden qui construit un mur, ça va, c'est jugé correct, puisque c'est Biden, tout va bien. Par contre, si c'est Donald Trump, c'est le méchant Donald Trump, eh bien c'est raciste. Vous avez vu, c'est drôle quand même. Et on a aussi une augmentation de taxes. Alors là, je vous ai mis que celle concernant New York. Donc les New-Yorkais pourraient être frappés d'un taux d'imposition maximale supérieur à 50%. Mais c'est là-bas, il y a une grosse augmentation de taxes depuis l'arrivée de Joe Biden. C'est le programme des démocrates, une augmentation de taxes généralisée pour l'ensemble de la population. Ça fait beaucoup de mécontents aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui commencent à s'énerver par rapport à cette augmentation de taxes assez ahurissante qu'il y a actuellement. Donc voilà, vraiment une augmentation de taxes. J'aurais pu aussi vous parler donc des différents soucis de santé qu'a Joe Biden actuellement. Il n'a pas réussi à monter dans son avion sans tomber 3 fois. Il n'arrive pas à faire un discours sans bugger complètement, de plus savoir de quoi il parle. Même avec ses notes, il n'arrive plus à se retrouver. C'est quand même quelqu'un qui est aujourd'hui en charge. Il est président des États-Unis, alors qu'on sait qu'il a des gros problèmes de santé psychologique. On sait que c'est Kamala Harris qui décide de tout, puisque c'est la présidente adjointe. On l'avait vu dans les dernières revues. Elle assiste à toutes les réunions, alors qu'elle ne devrait pas du tout assister aux réunions. On sait qu'il y a une tendance à ce que Joe Biden s'efface progressivement et que potentiellement Kamala Harris le remplace. Il l'avait même déclaré pendant la campagne que peut-être ce serait Kamala Harris qui viendrait la remplacer en cours de route. Donc ça va peut-être arriver dans quelques temps. En tout cas, pour finir sur une note positive, eh bien on finit avec la vidéo de Mike Lindell. Donc Mike Lindell, pour ceux qui ne connaissent pas, celui qui a fait donc le documentaire Absolute Proof après les élections américaines, qui venait en fait montrer comment il y a eu une grosse fraude électorale aux États-Unis durant l'élection, et comment aussi, à travers les votes par correspondance et les votes électroniques, il y a eu une ingérence dans l'élection américaine, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui se sont impliqués dans cette fraude électorale aux États-Unis pour faire passer Joe Biden. Eh bien, Mike Lindell va sortir un nouveau documentaire dans quelques semaines, et surtout, il nous annonce de grandes choses très intéressantes concernant l'avenir et concernant Donald Trump. On espère que tout ça va se réaliser. Je vous laisse avec cette vidéo pour terminer. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et à bientôt. Ce que je vais faire, je vais dire à tous mes employés: dès que vous serez censuré de YouTube, vous aurez un bonus. Pourquoi? Parce qu'alors vous exprimez votre liberté d'expression. Et vous ne vous souciez pas de ce que M. Alphabet et M. Google disent de nous, ou Zuckerberg ou Dorsey, et tous ces gens qui essaient de nous contrôler. Ils vont tous aller en prison. Ils vont tous aller en prison, c'est moi qui vous le dis. Et puis je vais finir par ceci. Voilà ce que nous allons faire. Pendant les prochaines 5 à 6 semaines, toutes les preuves, d'ailleurs je vais balancer, nous allons balancer Wikileaks à côté sera du bricolage. On balance toutes les preuves que nous avons. Vous n'en avez vu qu'une petite fraction dans Absolute Proof. On filme un autre documentaire cette semaine qui montre l'ingérence étrangère. J'ai engagé des enquêteurs pour des milliers
millions de dollars pour enquêter sur tous ces gens. Qui est derrière les bots et les trolls? Nous allons le découvrir. Qui est derrière cette attaque contre notre pays, contre nos bons citoyens? Qui recrute pour cette culture de bannissement? Nous allons le découvrir. Nous allons balancer toutes les preuves de la fraude électorale. La Cour suprême va enfin voir et ils accepteront cela. Je vous le dis dès maintenant, dans 6 à 7 semaines, ils vont l'accepter. Ce sera un vote de 9-0. Vous l'avez entendu ici en exclusivité, que cette élection a été attaquée par des pays étrangers et quand cela se produira, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais j'ai dit à pas mal de gens que d'ici le mois d'août, Donald Trump sera de retour en tant que notre président. Il a toujours été notre président.